Une vidéo sur l'évolution récente du climat à partir du manuel Bordas pour l'enseignement de la spécialité SVT en terminale S. Donc l'étude du climat à l'échelle du dernier million d'années peut être réalisée à partir des glaces, notamment des inland seas, donc des grands glaciers continentaux, donc le plus grand, l'Antarctique, pour lequel on peut atteindre des profondeurs de plus de 3 km, ce qui permet par datation de retrouver l'âge de ces glaces, qui est de 800 000 ans, pour 3 km de profondeur, précisément au dôme C en Antarctique. Ces glaces, comme on le voit ici sur cette photo prise au microscope polarisant, emprisonnent des bulles d'air lors de leur formation, ce qui permet d'avoir accès à la composition de l'atmosphère au cours des 800 000 dernières années. Si on observe la période la plus récente, la datation est plus précise sur cette période, on a quelque chose de plus résolutif. On remarque très clairement des cycles avec des périodes à plus forte concentration en gaz à effet de serre, notamment ici en CO2, et des périodes à plus faible concentration en CO2. Donc la variation est à peu près entre 180 ppm pour les périodes à faible concentration et 270 ppm pour les périodes à forte concentration. On a une périodicité d'environ 100 000 ans au niveau de ces cycles. Si on surimpose d'ailleurs l'évolution récente de la concentration en CO2 atmosphérique, on a dépassé les 400 ppm en mai 2013. Si je place à la louche 400 ppm ici en ordonnée, c'est à peu près ici. 2013, c'est juste à côté sur l'échelle des abscisses. On est sur une variation jamais observée au cours de ces 800 000 dernières années, avec une augmentation plus importante que l'amplitude naturelle entre les périodes à faible concentration en gaz à effet de serre et les périodes à forte concentration en gaz à effet de serre. Donc on reviendra sur cette évolution de la concentration en CO2 qui est très rapide actuellement, donc il faut bien prendre en compte les échelles de temps par rapport aux 800 000 dernières années, et qui est, on le verra, la cause du réchauffement climatique. Alors si on se base justement à une échelle de temps plus restreinte, plus petite, donc depuis l'an 1000, ici on avait globalement une stabilité des concentrations des gaz à effet de serre, ici pour le CO2, et on est sur une augmentation exponentielle dont on peut dater l'origine aux environs du 19e siècle. Et on peut mettre cela en relation avec la révolution industrielle. Donc cette augmentation très rapide de la concentration en CO2 est sans nul doute liée aux activités humaines. Alors dans les glaces, on peut aussi étudier dans ces échantillons d'atmosphère qu'elles contiennent les polluants atmosphériques. Donc ici par exemple dans le Bordas, les chlorofluorocarbones, des gaz toxiques pour la couche d'ozone, interdits en 1990, dont on voit la baisse de concentration d'ailleurs très restreinte dans les glaces actuelles. Donc en fait, certains gaz subsistent dans la stratosphère et peuvent y rester longtemps, parce qu'ils ont du mal à rejoindre la troposphère. Donc un exemple ici avec l'éruption en 1991 du Pinatubo, et une mesure satellitale de la transparence de l'atmosphère. Donc en A, ici, on est avant l'éruption, juste avant l'éruption, donc avec une transparence forte de l'atmosphère. Ici en B, on est pendant la période éruptive maximale. On voit que la transparence de l'atmosphère devient nettement plus faible au niveau de l'équateur, dans la zone intertropicale, liée aux émissions d'aérosols. Donc c'est des particules solides ou liquides
en suspension dans l'atmosphère, liées à l'éruption volcanique. Alors on voit que ces aérosols persistent dans la stratosphère. Ici, en D, c'est 2 ans et demi après l'éruption. Et la transparence de l'atmosphère est toujours plus faible qu'elle ne l'était avant l'éruption. Donc ces aérosols peuvent avoir un effet de refroidissement. Pour le Pinatubo, estimé un peu moins d'1 degré à l'échelle de quelques années. C'est l'un des effets des éruptions volcaniques, ici à une échelle de temps, à une petite échelle de temps. Sur de plus longues échelles de temps, on peut avoir un effet inverse de réchauffement si les éruptions volcaniques sont massives, comme c'était le cas par exemple au Crétacé. Pendant une longue période, elles émettent une grande quantité de gaz à effet de serre. Donc les glaces nous permettent aussi, et c'est très intéressant, d'avoir accès à la température du moment où elles se sont formées. Alors ici on a une étude sur l'ensemble des glaces mondiales, où on voit qu'on a une corrélation entre un indicateur qu'on peut établir à partir des glaces, le delta O18, et la température qu'il fait au moment de la formation de ces glaces. Donc cette étude récente, elle montre qu'ici on a un véritable paléothermomètre. Donc en fait, ce delta O18, il estime le rapport entre 2 isotopes de l'oxygène, l'isotope 18 et l'isotope 16. Donc l'isotope 18 est en moyenne très peu abondant, mais le delta O18 qui estime les variations de l'abondance de l'isotope 18 par rapport à l'isotope 16 permet à partir de faibles variations, autour de cette moyenne de 0,2%, de déterminer la température. Donc on peut faire cela aussi avec les 2 isotopes de l'hydrogène, donc l'hydrogène léger et le deutérium, l'hydrogène lourd. Et on voit clairement ici avec ces 2 études au Groenland ou en Terre Adélie, l'une avec le delta D, l'autre avec le delta O18, qu'on a une corrélation très forte entre la température au moment de la formation des glaces et la valeur du delta D ou du delta O18 dans les glaces. Donc ce qui permet de retracer l'évolution des températures au cours du temps à partir de la mesure du delta O18 ou du delta D. Et ici c'est l'évolution des températures en Antarctique. Donc on voit qu'on a une évolution cyclique similaire à celle de l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre. Donc avec des cycles dont la période, je le répète, est de 100 000 ans, ce qu'on avait vu avec l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre, et une amplitude thermique entre les périodes froides et les périodes chaudes, qui est de plus de 10 degrés localement en Antarctique. Donc c'est environ à peu près 5 degrés en termes de température moyenne, donc ce qui est très très important comme variation. Donc on identifie des périodes froides, un peu plus longues, les périodes glaciaires, et des périodes chaudes, les périodes interglaciaires. Donc on est actuellement dans une période interglaciaire qui a commencé il y a environ 10 000 ans, un peu plus de 10 000 ans, le dernier maximum glaciaire datant d'environ 20 000 ans. Faut savoir que lors du dernier maximum glaciaire, les glaciers s'étendaient notamment donc sur la France métropolitaine jusqu'à la latitude de Bordeaux. Donc un écart de 5 degrés de température moyenne, c'est un écart important, et une période glaciaire, c'est une période très froide, plus ou moins localement en fonction des mouvements atmosphériques et océaniques. Donc on a une variation cyclique du climat à l'échelle du dernier million d'années, avec des périodes interglaciaires et des périodes glaciaires, et une évolution similaire de la concentration des gaz à effet de serre. Alors cela est confirmé donc des variations observées localement en Antarctique. On peut les observer sur une moins grande période, parce que le glacier est plus petit, au Groenland. On voit qu'il y a une corrélation entre les différentes courbes.
On peut aussi, par l'étude des foraminifères planctoniques, donc des foraminifères planctoniques dont la coquille est constituée de calcaire et qu'on trouve dans les sédiments carbonatés du fond des océans, estimer les variations de température. Dans ce cas-là, on a une relation inverse, c'est-à-dire que des delta O18 élevés traduisent des températures faibles, alors que des delta O18 faibles traduisent des températures élevées. On remarque par différents forages océaniques, donc là on a une datation de ces roches sédimentaires, et on a reporté le delta O18, qu'on a là encore une évolution cyclique, avec des périodes où le delta O18 des tests de foraminifères est plutôt faible, comme la période actuelle, donc les périodes chaudes, et des périodes où le delta O18, alors ici il faut faire attention parce que l'échelle est inversée, des tests de foraminifères est plutôt élevé, donc des périodes froides, avec une périodicité d'environ 100 000 ans. Donc ça confirme par un autre moyen les variations établies à partir du delta O18 ou du delta D des glaces au Groenland et en Antarctique. Donc on est bien sur des variations globales à l'échelle mondiale du climat, avec des différences de température moyenne de l'ordre de 5 degrés entre des périodes interglaciaires et glaciaires qui alternent avec une périodicité d'environ 100 000 ans. Ici, donc vous avez une mise en relation de l'évolution de la concentration des gaz à effet de serre en Antarctique, à Vostok, et de la température par l'intermédiaire du delta D. On voit qu'il y a une très forte corrélation entre les deux courbes. Et ici, vous avez l'étude basée sur le delta O18 des tests de foraminifères. Donc une évolution cyclique des températures et des concentrations des gaz à effet de serre qui s'explique par un phénomène de rétrocontrôle positif. En effet, à l'origine de ces variations, ce sont des variations des paramètres orbitaux, des variations liées aux lois physiques qui régissent ces paramètres orbitaux, alors, notamment des variations de forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, ou des variations d'angle, d'inclinaison, qui, à certaines périodes, produisent une légère augmentation de l'énergie solaire incidente. Cette légère augmentation augmente la température de surface des océans. Cette augmentation de température de surface des océans entraîne une moins grande solubilité des gaz, notamment des gaz à effet de serre et du CO2. Donc un relargage de CO2 océanique dans l'atmosphère, déplacement de l'équilibre physico-chimique des concentrations en gaz à effet de serre entre l'océan et l'atmosphère, vers une augmentation donc de la concentration en CO2 atmosphérique, et donc une augmentation de l'effet de serre, puisque le CO2 comme les autres gaz à effet de serre sont des gaz qui produisent un effet de serre, ce qu'on détaillera dans un cours ultérieur. Donc une augmentation d'un effet de serre, de l'effet de serre qui en retour accélère l'augmentation de température de surface et de température atmosphérique. Donc, un rétrocontrôle positif, une légère augmentation liée aux paramètres orbitaux est amplifiée par un relargage du CO2 lié à une moindre solubilité dans les océans et un effet de serre plus important. Il y a un autre rétrocontrôle qui participe à cette évolution cyclique, c'est les variations d'albédo. L'albédo, c'est le pourcentage d'énergie solaire réfléchie qui varie en fonction de la composition de l'atmosphère et de la surface terrestre. Par exemple, les glaces renvoient 90% des rayonnements solaires. Donc en période un peu plus chaude, on a notamment, vous voyez ici, une diminution du volume des glaces et donc de l'étendue des glaces sur la planète, ce qui va globalement réduire l'albédo, puisque la glace, c'est ce qui a l'albédo le plus fort. Donc une réduction de l'albédo, moins d'énergie solaire réfléchie dans l'espace, plus d'énergie solaire absorbée, entraîne une augmentation de température. Donc là encore, une rétroaction, rétrocontrôle positif. Donc ça, c'est l'explication de ces variations cycliques à l'échelle du dernier million d'années. Donc ces variations climatiques
Donc, on peut aussi retracer l'évolution récente du climat par l'étude des pollens. Donc ici au microscope électronique à balayage, un pollen de noisetier, dont on voit qu'il est très différent d'un pollen de pin. Et les pollens se conservent bien dans différents types de sédiments. L'étude des pollens permet de retracer les associations végétales localement, puisque le pollen ne se disperse pas à plus d'une dizaine de kilomètres en moyenne de distance. Et ces associations végétales, ces grands biomes, notamment à l'échelle du globe, sont caractéristiques de certains climats. Donc par exemple la toundra, pour laquelle on observait principalement des plantes herbacées, notamment des poacées, peu d'arbres et d'arbustes, caractéristiques d'un climat froid, comme certaines associations de type steppe, là encore avec peu d'arbres et beaucoup de plantes herbacées. Ou encore des forêts de type tempéré, donc là beaucoup plus d'espèces de type arbustive ou des arbres par rapport aux plantes herbacées. Et dans le détail, quand on caractérise les espèces, elles ont différents types d'exigences climatiques dont on peut supposer qu'elles étaient identiques par le passé. Donc ça, c'est l'application du principe d'actualisme. Les mécanismes étaient les mêmes dans le passé, et notamment les exigences thermiques des espèces. Donc en étudiant les pollens dans des sédiments anciens, ici par exemple en Suisse, on obtient un spectre pollinique qui nous donne en pourcentage les différents groupes d'espèces, ou plus précisément les différentes espèces. Donc ici par exemple il y a moins 16 000 ans, des pins et des bouleaux sont les seuls arbres observés, avec 11% des pollens, du pollen total, donc peu d'arbres, beaucoup de plantes herbacées comme des poacées, caractéristiques d'un climat de steppe, d'un climat froid et sec. Lorsqu'on retrace les spectres polliniques sur les différentes périodes, on obtient un diagramme pollinique. Donc ici par exemple, si on replace notre spectre pollinique précédent, on était bien dans une période où il y avait peu d'arbres, essentiellement des arbres de climat froid, et beaucoup de plantes herbacées, donc un climat froid et sec. Et on voit, il y a un peu plus de 10 000 ans, un changement de flore, avec beaucoup plus de pollen d'arbres et des arbres de climat froid. Donc globalement, un réchauffement climatique qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, passage de la dernière période glaciaire à la période interglaciaire actuelle. Réchauffement qui s'accélère à partir de moins 9000 ans, avec l'augmentation ici du pourcentage de pollen d'arbres de climat plus doux, de climat plus tempéré. À l'échelle du globe, on peut compiler ces études. Alors ici par exemple, si on s'intéresse à l'Europe, on voit qu'il y a moins 18 000 ans, on avait essentiellement des plantes herbacées, un climat de steppe froid. Il y a moins 6000 ans, dans toute l'Europe, on a une forêt de type tempéré, donc on est à l'optimum climatique, et une zonation au niveau de la forêt ici qui se précise, et qui est la zonation actuelle, avec des forêts boréales, des forêts tempérées, des forêts plus chaudes, qui montre un léger refroidissement sur l'Europe, par rapport à la situation il y a moins 6000 ans. On peut faire une étude fine à l'aide des pollens, qui peut être locale, qui peut être globale en comparant les localités, à l'échelle des derniers milliers d'années, des derniers dizaines de milliers d'années. Et on retrouve donc le passage vu précédemment de la dernière période glaciaire à la période interglaciaire actuelle. Si on en revient aux foraminifères et aux exigences climatiques, là encore en appliquant le principe d'actualisme, alors ici, on a une étude récente qui montre que différentes espèces de foraminifères sont plus ou moins abondantes en fonction de la température de l'eau, et donc ont donc des exigences climatiques différentes. Donc, par exemple, l'espèce qu'on appellera rouge, qui préfère des eaux chaudes, l'espèce qu'on appellera bleu préfère des eaux froides. On voit ici que le passage de la dernière période glaciaire à la période interglaciaire actuelle, avec l'espèce bleue, l'espèce des eaux froides,
et ici l'augmentation d'abondance de l'espèce rouge, l'espèce d'eau chaude. On peut être un peu plus précis. Durant cette période-là, avant moins 10 000 ans, on a plus de foraminifères de l'espèce rouge, mais on a une coexistence des deux espèces qui montre qu'on est autour de ces températures-là. Et puis l'espèce bleue disparaît et l'espèce rouge prédomine, donc la température des eaux augmente. Donc un autre moyen d'étude de l'évolution climatique à l'échelle du dernier millier d'années ou des dernières dizaines de milliers d'années, comparable à l'étude des pollens et qui confirme les données obtenues localement et globalement. On peut faire une étude à une échelle encore plus petite à partir des glaciers. Donc sur les dernières années, on voit nettement une diminution de la surface de la banquise notamment, qui traduit le réchauffement climatique actuel. On voit aussi une diminution de volume, de masse ici plutôt, les deux sont reliés, de l'inland 6 antarctique au cours des dernières années. Donc un réchauffement climatique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, actuel, qui peut s'étudier par satellite, par mesure de l'extension du volume ou de la masse des glaciers, qui montre effectivement qu'on a un réchauffement qui se poursuit. On peut aussi étudier les glaciers de montagne à l'échelle d'une centaine d'années, ici sur ces deux photos. On voit un net recul des glaciers de montagne. On peut aussi faire un bilan de masse, où on voit une diminution de masse au cours du dernier siècle. Donc là, pour une échelle de temps un peu plus grande, les glaciers permettent aussi de retracer un réchauffement climatique. Donc les glaciers, lorsqu'ils disparaissent, laissent des traces qui permettent aussi d'avoir accès à des variations plus anciennes par l'étude de ces traces. Ils transportent tout un tas de blocs de tailles différentes lorsqu'ils se déplacent. Et l'accumulation de ces blocs sur le front des glaciers, sur les bords, génère des moraines facilement identifiables dans le paysage. Et des figures d'érosion caractéristiques qui sont aussi identifiables. Ici un exemple, un bloc erratique composé d'une roche qu'on trouve dans les Alpes, retrouvé à Lyon, à 170 km des plus proches affleurements de ce type de roche métamorphique, je crois, me semble-t-il. Oui, c'est une roche métamorphique, datée d'il y a 140 000 ans pour le déplacement de ce bloc. Donc l'avant-dernière glaciation, la glaciation d'Uris, qui montre que l'extension des glaciers alors alpins, ces glaciers s'étendaient jusqu'à la ville de Lyon. Donc, notamment il y a 20 000 ans, donc en analysant les traces laissées par les glaciers, on peut voir que les glaciers dans l'hémisphère nord s'étendaient jusqu'à une latitude qui est la nôtre, donc ici la France métropolitaine. Une grande surface de glace, on l'a évoqué tout à l'heure, ça augmente l'albédo et ça participe au refroidissement du climat. Donc en conclusion, il y a des variations climatiques à l'échelle du dernier million d'années, cycliques, avec des périodes interglaciaires, des périodes glaciaires, avec un intervalle de variation de l'ordre de 5 degrés sur des périodes de 100 000 ans. On observe plus finement à l'échelle du dernier millier d'années ou dernière dizaine de milliers d'années le passage de la dernière période glaciaire à la période interglaciaire actuelle, et on s'aperçoit que les variations récentes depuis la révolution industrielle, donc plus 1 degré depuis 1850 et possiblement plus 1 à plus 6 degrés au cours du siècle à l'horizon 2100, montre que on a des variations du même ordre de grandeur, a priori quelques degrés, que les variations naturelles observées au cours du dernier million d'années, donc sur une période beaucoup plus courte. Plus 5 degrés en 100 ans, si on part d'une hypothèse pessimiste, et plus 5 degrés en quelques dizaines de milliers d'années. Donc une accélération actuelle du réchauffement du climat à une échelle de temps plus petite,
liée à une augmentation sans précédent de la concentration en CO2, sans précédent depuis quelques millions d'années. D'accord, puisqu'au cours du dernier million d'années, la concentration en CO2 variait entre 200 et un peu plus de 300 ppm, alors qu'elle est aujourd'hui déjà à 400 ppm, comme on l'a vu au début de la vidéo.